L'occupation de territoires palestiniens par Israël est illégale, tranche la Cour internationale de justice. Une cinquantaine d'États ont témoigné dans cette affaire sans précédent. L'avis rendu par la Cour internationale de justice qui siège à La Haye n'est pas contraignant, mais pourrait accroître la pression juridique internationale croissante sur Israël face à la guerre dans la bande de Gaza. La Cour considère que les violations par Israël de l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force et du droit du peuple palestinien à l'autodétermination ont un impact direct sur la licéité de la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé. L'utilisation abusive, persistante de sa position en tant que puissance occupante, à laquelle Israël se livre en annexant le territoire palestinien occupé, en imposant un contrôle permanent sur celui-ci, ainsi qu'en privant de manière continue le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination, viole les principes fondamentaux du droit international et rend illicite la présence d'Israël dans les territoires palestiniens occupés. De par cette décision, la Cour internationale de justice somme Israël à arrêter immédiatement son offensive militaire. La Cour réclame également la libération immédiate et inconditionnelle des otages retenus à Gaza par le Hamas. S'agissant de sa conclusion selon laquelle la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illicite, la Cour considère que cette présence constitue un fait illicite qui engage la responsabilité internationale de cet acte. Il s'agit d'un fait illicite à caractère continu qui a été causé par les violations de l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force et du droit à l'autodétermination du peuple palestinien qu'Israël a commises par ses politiques et pratiques. En conséquence, ce dernier a l'obligation de mettre fin à sa présence dans les territoires palestiniens occupés dans les plus brefs délais. Pour rappel, en juin 1967, pendant la guerre des 6 jours, Israël s'est emparé de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est au détriment de la Jordanie, du plateau du Golan au détriment de la Syrie, ainsi que de la bande de Gaza et de la péninsule du Sinaï au détriment de l'Égypte. Israël a ensuite commencé à occuper les 70 000 km² de territoire arabe saisi, une occupation plus tard qualifiée d'illégale par l'ONU. Salut tout le monde, salam alaikum, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ce soir pour une émission spéciale Palestine avec notre ami Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. On vous invite à participer, à poser des questions. Voilà, donc merci Monsieur Cohen d'avoir répondu présent. Bon, c'est une chronique hebdomadaire que l'on fait habituellement. Ce soir, on est parti sur la thématique, bien sûr, de la Palestine, qui a été un petit peu mis de côté ces dernières semaines avec l'actualité en France, que ce soit les élections ou récemment, bien sûr, l'organisation des JO. Donc, ce soir, c'est pour une première, je diffuse en multidiffusion, donc comme d'habitude sur TikTok, YouTube, Facebook, tout ça. Et aujourd'hui, donc on a un space, c'est avec moi Was qui va co-animer le space. Donc, je vais la saluer. Bonsoir. Bonsoir, Wahi. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc on va co-animer le space et l'émission ensemble ce soir. Donc, si vous avez des questions, vous savez comment procéder sur le space. Vous demandez la parole et puis on vous donnera la parole. Et sur les autres plateformes, comme d'habitude, vous avez le lien en StreamYard sur les plateformes YouTube, Facebook et sur TikTok, vous demandez la parole comme habituellement. Alors, Monsieur Cohen, Oui. je vais commencer. Tu vois, si tu veux enchaîner derrière, tu lèves la main, tu prends la parole comme tu veux. Monsieur Cohen, donc on a vu la petite vidéo d'entrée là où on voit donc la Cour internationale de justice donc Oui. qui a donc déclaré que Israël occupait illégalement des territoires en Palestine. Oui, mais encore faut-il faire appliquer la décision. Or, les principaux, d'abord, les États occidentaux n'ont pas du tout envie de le faire et rien ne les y oblige. Et les autres États, mettons par exemple les États arabes ou la Russie ou la Chine
ou certains pays africains, ils n'ont tout simplement pas. Non, ils auraient les moyens, mais ils n'auraient pas de mandat international pour faire appliquer la décision. Et ils ne chercheront pas à le faire de manière, disons, vigoureuse. Donc, cette décision, malheureusement, restera lettre morte. Voilà. Et j'invite les Palestiniens, par exemple, de ne pas trop compter là-dessus. Voilà, en fait. Malheureusement, c'est pas ça qui va le rendre la Palestine. Donc, il faut qu'ils trouvent d'autres moyens beaucoup plus efficaces. Vous savez, le Conseil de sécurité avait déjà enjoint Israël de quitter les territoires occupés par sa résolution de 1969. Donc, ça fait plus de 50 ans. Et c'était une résolution du Conseil de sécurité et qui est restée lettre morte. Et surtout qu'aujourd'hui, le problème se pose de la façon suivante. Il y a pas loin de 1 million de colons, peut-être 900 000. Bon, on n'est pas loin du million. Qu'est-ce que, avec la meilleure volonté du monde, comment voulez-vous déplacer 1 million de personnes? Voilà. En fait, les Israéliens ont créé, ils ont l'habitude de ce genre, ce qu'on appelle les faits accomplis. C'est-à-dire, ils occupent un territoire et ils construisent dessus comme s'il était le leur. Ils n'attendent pas une solution. Et donc, le fait qu'il y ait presque 1 million d'habitants avec des villes, il y a des villes de 50 à 70 000 habitants. Donc, comment voulez-vous procéder? Voilà. Donc, déjà matériellement, c'est impossible. Voilà. Et donc, malheureusement, le fait d'avoir laissé cette occupation se développer et se faire, aujourd'hui, on est arrivé à une impasse. Et l'autorité palestinienne n'est pas moins responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que depuis les accords d'Oslo, d'abord les accords d'Oslo ont accordé les 2 tiers de la Cisjordanie à Israël, cadeau, c'est-à-dire que là où il y a le plus grand nombre de colons, c'est justement cette partie du territoire de la Cisjordanie qui est sous souveraineté totale israélienne, par la grâce de l'autorité palestinienne. Et l'autorité palestinienne ne s'est jamais réellement opposée au développement de la colonisation. Bon. Tout ça pour bénéficier des larges subsides de l'Union européenne, de l'Amérique et des pays du Golfe. Voilà. Et donc, ils protestaient mollement, de façon orale, symbolique. Et finalement, voilà, on en arrive aujourd'hui à une décision qui n'a aucune chance de s'appliquer. Oui, alors c'est un sujet qu'on a déjà abordé avec vous, Monsieur Cohen. Effectivement, Oui. quand on sait comment dire, l'influence que peut avoir la Cour internationale de justice sur la scène internationale, on se fait un peu des illusions là par rapport à l'application de cette décision. Comment on peut évoluer prochainement? Là, on voit qu'il y a des négociations qui ont eu lieu en Chine, je crois, pour trouver Oui. un terrain d'entente entre le Hamas et le Fatah. Qu'est-ce- Oui. comment, comment on pourrait arriver à trouver un terrain d'entente et arriver à un cessez-le-feu aujourd'hui là? Bon, d'abord, le cessez-le-feu dépend d'Israël. Et les Israéliens traînent. Aujourd'hui, par exemple, ils ont dit dans les informations que d'abord Netanyahou, dans son discours à Washington, il n'a pas évoqué les otages
Et deuxièmement, que la délégation qui devait aller au Qatar n'a pas pris l'avion. Et donc, apparemment, enfin, il semble que vraiment Netanyahou freine des quatre fers pour ne pas arriver à une solution. Voilà. C'est-à-dire qu'il joue la montre, il joue pour lui, il s'en fiche des otages, il s'en fiche de l'opinion publique de son pays, qui est en majorité, qui veut régler ce problème, qui en a marre de la guerre, etc. Mais lui, pour des raisons personnelles, de politique intérieure, il continue. Et voilà, donc vraiment, on a l'impression chaque fois, mais en fait, c'est vraiment du cynisme de la part de Netanyahou de laisser croire qu'on va arriver, mais il s'arrange toujours pour que cette solution n'arrive pas. Donc, je refuse dorénavant de dire que il y a une semaine ou deux, j'avais dit qu'on était sur le point d'aboutir parce que je croyais beaucoup au, au remous qui se faisait, aux visites de délégation, etc. Le chef du Mossad qui allait au Qatar et tout. Mais apparemment, c'est vraiment de la poudre aux yeux pour calmer les gens en Israël et ailleurs. Mais Netanyahou ne semble pas vouloir arrêter la guerre. Donc le cessez-le-feu ne dépend que de lui. Voilà. D'accord. Alors, Was, je vais te laisser la parole si jamais tu voudrais intervenir. Oui, justement, Monsieur Cohen, moi, c'est j'ai une question par rapport à la société civile israélienne. C'est-à-dire que là, on voit pas mal de manifestations pratiquement chaque semaine. Et la question que je me pose, c'est quand même, c'est eux qui ont élu ce gouvernement messianique. C'est-à-dire quand on entend Ben Gvir, Smotrich et tout, leur discours ne manque pas ils ne cachent pas leurs intentions coloniales, messianiques, etc. Et je me dis, est-ce que le peuple, c'est-à-dire israélien aujourd'hui, il cautionne ce qui se passe actuellement, alors qu'ils ont accès à Internet comme tout le monde, ils ont accès aux informations. Et est-ce que la solution ne viendrait pas finalement d'eux, au fait, de la population israélienne directement? Oui, mais cette population manifeste, elles sont dans un pays qu'on dit démocratique. Vous savez, c'est comme en France, où il y a eu des manifestations contre la loi sur la retraite. Bon, ben voilà, les gens ont manifesté par millions, et puis le gouvernement a eu les derniers mots. C'est-à-dire, le gouvernement a dit aux gens, au peuple, eh ben, vous attendrez la prochaine élection. Et donc, mais en Israël, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a des manifestations. Bon, d'abord, ce gouvernement, la partie messianiste, à mon avis, n'est représentée dans le peuple que par, mettons, 20%, ce qui est déjà pas mal par rapport à ce qu'il y avait il y a 10-20 ans. Donc, disons, le noyau dur du messianisme représente 20% de la société juive israélienne. Bon. Et il reste les autres, comment dire, ne sont pas, il ne faut pas croire, s'ils manifestent, ce n'est pas tellement contre la façon dont est menée la guerre. En fait, ils voudraient d'abord de faire libérer les otages et après négocier un cessez-le-feu, mais ça ne les dérange pas. Vous savez, les Israéliens, quand on dit, vous savez, c'est comme en France, hein, quand on dit sur les réseaux sociaux, on peut trouver toutes les informations qu'on veut sur les vaccins, sur l'Ukraine, etc. Mais quel est le pourcentage des gens en France qui vont chercher cette information sur les réseaux sociaux? Mettons 20%, 25% au grand maximum. C'est-à-dire que 75% se fient aux médias officiels, aux médias de grand chemin. Voilà. Mais en Israël, c'est la même chose. C'est-à-dire que les Israéliens, on leur dit, par exemple, quand on bombarde une école, moi, quand j'écoute les informations, ils leur disent, nous avons bombardé une école où les terroristes du Hamas se cachaient. Et les Israéliens le croient. Donc, en fait, vous savez que Netanyahou a osé dire hier,
devant les congressmen américains que pratiquement il n'y a pas eu de civils tués à Gaza. Donc, et malheureusement, les Israéliens, enfin la majorité, a tendance à croire son gouvernement. Et donc, elle n'est pas consciente, elle ne connaît pas comment dire, les destructions. Et même quand il y en a, quand elle les voit, on lui dit, oh, vous savez, l'hôpital servait de quartier général au Hamas, etc. Et ils ont tendance à le croire. Bon. Et donc, il ne faut pas, s'ils manifestent contre Netanyahou et pour la libération des otages, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour une solution pacifique, c'est-à-dire pour une paix juste. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on ne peut pas le nier, ce qui se passe, et les bombardements et tout ça. Non, à l'heure d'Internet, Ouari, il faut aller chercher l'information. Enfin, vous savez qu'en France… Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde est sur TikTok. Oui, tout le monde mais en France, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut aller sur Internet, mais combien de gens… Demandez-leur ce qui se passe à Gaza, demandez-leur ce qui se passe en Ukraine, demandez-leur qu'est-ce qu'ils pensent de Poutine, etc. Et vous allez voir leurs réponses. Donc, il n'est pas suffisant de dire que l'information existe, mais malheureusement, les gens, moi je connais des gens qui me disent, ah non, les réseaux sociaux, ah non, jamais, ce sont des gens intelligents, c'est-à-dire qui croient, qui cherchent la vérité, enfin qui croient chercher la vérité, etc., mais pour qui les réseaux sociaux, c'est une bande d'illuminés, de complotistes, etc. Enfin, regardez que quand on dit à quelqu'un complotiste, ben, je veux dire, ça fait, voilà, on l'a quasiment, on l'assassine avec ce terme. Donc, il ne suffit pas de dire oui, les réseaux sociaux existent, il suffit d'y aller. Non. Et les Israéliens, pareil. Moi, je discute avec des gens, mais ils ne croient pas du tout à ce qu'on essaye de leur dire. Vous savez, quand vous voyez des gens, des pro-israéliens à la télévision française, la plupart, ils sont convaincus que les Israéliens sont des gentils gars et ils ne bombardent pas de façon… Et ils ne veulent pas tuer expressément des Palestiniens, des enfants, etc. La propagande, elle marche très bien, il ne faut pas croire. Hein. Très bien. Ouais, si tu veux rajouter quelque chose, j'ai un intervenant avec moi ici sur YouTube. Donc, Vas-y. De toute façon, ça rejoint ce que j'allais dire, M. Cohen. Donc, en fait, c'est une société qui est assez endoctrinée de l'intérieur. Et ça rejoint les manifestations qu'ils étaient en train de faire avant le 7 octobre. C'est toujours on va dire, pour le peuple juif, jamais pour les Arabes de la région. Donc, ça rejoint oui. ma pensée. Donc, de toutes les façons, 90% des Israéliens juifs sont contre un État palestinien, sont contre la restitution du Golan et de Jérusalem, etc. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Et d'ailleurs, j'avais dit une fois dans une vidéo, il n'y a pas de sionistes de gauche, il n'y a pas de sionistes progressistes. Voilà, ils sont tous, ils partagent tous la même idéologie, c'est-à-dire détruire les Palestiniens, détruire toute idée d'État palestinien, ne pas leur permettre, etc. Donc, voilà. Très bien, merci M. Cohen. Je vais donner la parole avec nous sur YouTube à Cam. Bonsoir. Bonsoir M. Cohen, bonsoir Altitude. Allô, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir, oui. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le travail que vous effectuez. C'est un travail de pédagogie, de sensibilisation. Moi, ça m'a beaucoup servi, ça me sert toujours. Bon, j'avais une question à vous poser qui me taraude beaucoup. C'est celle de savoir, est-ce que c'est possible d'œuvrer pour une décennie de paix? Une décennie de paix au Moyen-Orient, c'est tout. Je sais que la guerre ne va jamais s'arrêter, mais une pause, une décennie où on remet tout à plat,
des deux bords, que tout le monde, que tout le monde s'apaise afin de voir ce qui pourra en advenir. Je sais que c'est utopique, je me dis que c'est utopique, mais l'impossible n'existe pas. Alors, que voulez-vous que je vous dise? C'est-à-dire, vous savez, le problème, c'est pas dans les solutions existent. Voilà, par exemple, ça, c'est une voie, mais les solutions existent. C'est pas ça le problème. Le problème, est-ce qu'il y a la bonne volonté de part et d'autre? Alors, du côté palestinien, probablement, parce qu'ils sont demandeurs. Mais du côté israélien, il n'y a pas de bonne volonté. C'est-à-dire, ils sont dans un projet de conquête. Ils ne peuvent pas arrêter la conquête. Je veux dire, ils sont dans un projet d'extension territoriale, de conquête territoriale, de mainmise sur ce qui reste de la Palestine. Donc, ils ne peuvent pas. Enfin, essayer de voir. Ce n'est pas la question de dire, de proposer quelque chose. Vous savez, les solutions ne manquent pas si on veut vraiment, si on est de bonne foi. Oui, le problème, c'est que les Israéliens, enfin l'État profond israélien, ne cherche pas une solution pacifique. Voilà. Et là, il veut conquérir ce qui reste de la Palestine et il ne fait que ça. C'est son obsession. Voilà. Ben, Monsieur Cohen, moi je refuse de me résoudre à l'idée que l'ensemble du peuple juif, l'ensemble des Israéliens adhèrent à ce projet mortifère qui est véhiculé par leurs dirigeants. Je me dis que c'est une minorité qui veut entraîner toute une majorité et cette majorité, et là, c'est endoctriné. Mais comment faire pour faire sortir nos frères en humanité de cette léthargie? Parce que franchement, moi, je suis originaire de la Mauritanie, je suis mauritanien, je suis noir, mais ça me fait mal au cœur. Je suis humain avant tout. Ça me fait hyper mal au cœur. Certes, ça ne me touche pas directement, mais par ricochet, ça devient mon problème, c'est mon problème. Et rien que là, aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains pour vous parler, pour vous poser la question. Je vous ai toujours écouté, mais en coulisses, eh ben, je me dis que au moins faire ce peu, parce que je me sens impuissant. Je suis seul dans mon coin, je me sens impuissant. Que faire? Je suis perdu. Je vais essayer de vous expliquer la mentalité israélienne. Le peuple israélien, moi j'en connais, la petite classe moyenne, comme ça, des simples citoyens, eux, ils voudraient vivre en paix, c'est évident. Mais seulement l'État profond sioniste, c'est-à-dire l'establishment sioniste, n'a pas envie d'arriver à la paix. Pourquoi? Parce qu'il a des désirs de puissance. Et ce n'est pas le peuple. Le peuple, il marche de gré ou de force dans cette combine. C'est-à-dire, la propagande sioniste, elle s'adresse d'abord et en premier lieu au peuple israélien. C'est-à-dire, on a mis les Israéliens dans le contexte qu'il n'y a pas d'autre solution que la guerre. Il y a une expression très courante en Israël qui dit en brera, c'est-à-dire on n'a pas le choix. Il faut faire la guerre. Et donc, c'est ça le drame, c'est que le peuple israélien, il a fini par adhérer à cette optique de gré ou de force, c'est-à-dire l'establishment israélien a toujours refusé toute solution pacifique. Mais il n'a pas dit nous refusons la paix. Au contraire, il parle toujours de paix, l'Israélien. Vous savez, dans les années 50 et 60, il y avait un slogan qui disait nous sommes prêts à rencontrer n'importe qui dirigeant arabe, n'importe où, n'importe quand, sans condition, etc. Enfin bon. Mais c'était pour montrer, c'est la propagande, pour montrer qu'ils voulaient la paix. Mais en fait, en préparant la guerre et en mettant le peuple israélien dans la condition où celui-ci se rend à l'évidence, on ne peut pas faire la paix avec les armes. Voilà. Je ne sais pas si vous saisissez le contexte que j'essaie de vous expliquer, mais les Israéliens sont devenus
ils pensent aujourd'hui, la très grande majorité, ce n'est pas seulement une minorité, 80%, parce que même la gauche israélienne, elle est pourrie. C'est-à-dire que de Ehud Barak, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, quand ils ont eu l'occasion de faire la paix, ils ne l'ont jamais faite. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que l'État profond sioniste, il joue la guerre. Pourquoi? Parce qu'il a des velléités de puissance, d'extension et de domination. Et pour cela, il entraîne le peuple avec lui de gré ou de force. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est malheureux, je comprends votre tristesse, mais malheureusement, c'est la réalité. Voilà. Alors, Cam est revenu, je vais lui redonner la parole. Ouais, s'il vous plaît. Monsieur Cohen, j'ai remarqué un phénomène qui m'écoeure. En fait, il y a beaucoup de gens qui parlent du conflit israélo-palestinien et au-delà, mais plus précisément de ce conflit. Mais ils en parlent mal parce qu'ils sont incultes. Ils en parlent mal parce qu'ils n'y savent absolument rien. Et par ricochet, c'est des gens qui desservent la cause. Qui desservent la cause. C'est facile de voir de l'antisémitisme ici dans mon environnement. Des gens insultaient, ouais, les juifs, sales juifs, ouais, les juifs, les juifs, les juifs. Oh, et ça, ça jette l'opprobre sur tout le monde. Ça jette l'opprobre sur tout le monde. Je prends l'exemple de mon quartier, par exemple, de mon quartier. Il est courant, dès que j'ouvre ma fenêtre, j'habite au rez-de-chaussée, tout ça, dès que j'ouvre ma fenêtre, ma porte, j'entends ces obscénités venant de jeunes. Moi, je sais qu'ils n'y savent absolument rien, mais il suffit qu'ils aillent sur, je sais pas, BFM ou sur les réseaux sociaux qu'ils voient certaines images, ça les révulse et ils remettent tout ça sur le dos de la religion. Ouais. En tant que musulman, je dois défendre, je dois. Mais non, 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 faut faire la part des choses. Moi, je sais pas. Cette ignorance-là, d'où est-ce qu'ils le tiennent aujourd'hui à l'heure de la culture, à l'heure du savoir? Je ne sais pas comment se fait-il que les gens ils ne connaissent pas l'histoire et ils se permettent d'avoir des jugements et de tout amalgamer. Donc, de ce fait, l'extrême droite utilise tout ça et met tous les musulmans dans le même moule. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais on peut pas empêcher, tout le monde ne peut pas avoir une licence ou une maîtrise en géopolitique. Voilà. Là, il y a des jeunes qui écoutent et qui ne sont pas matures, et puis voilà, ils se font des idées, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, on ne peut pas empêcher ça, voilà. Chacun s'informe à son niveau, voilà, et on peut avoir 16 ans ou 17 ans et se faire une idée avec ce qu'on a, voilà. Je ne sais pas comment on peut empêcher une chose pareille d'exister, voilà. Moi, je me dis que c'est la faute à l'éducation nationale. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Cohen, pour vos éclaircissements. Merci. Merci à tous. Merci. Merci à toi. Merci. Was, est-ce que tu veux rebondir? Est-ce que tu as une question? Oui, Monsieur Cohen, c'était par rapport au 7 octobre. Je sais qu'avec Wari, vous avez déjà abordé ce sujet pas mal de fois, mais c'est pour revenir justement sur la doctrine Hannibal, parce que là, je ne sais pas comment, mais les gens ils reviennent souvent sur le 7 octobre en disant, voilà, c'est une attaque terroriste, etc. On connaît tout le jargon employé par CNews et compagnie. Mais là, il y a quand même un problème parce que quand on voit les images et quand on lit les journaux comme Haaretz et tout, ils parlent justement que ça venait aussi, la doctrine Hannibal a été appliquée. Donc, est-ce que ce serait possible de donner plus d'informations par rapport à ça, M. Cohen? Bon, écoutez, les Israéliens, enfin, je dirais presque que c'est de bonne guerre. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est évident qu'ils mettent le paquet sur le 7 octobre. Bon, c'est-à-dire que c'est presque une façon de terroriser les gens. Regardez par exemple tous les rares Français qui osent dire quelque chose sur Israël, sur Gaza, sur le boycott des Israéliens pour les Jeux olympiques, on leur sort automatiquement le 7 octobre. C'est de l'exagération, c'est de l'abus,
c'est même des fausses nouvelles. Parce que le 7 octobre, effectivement, la moitié des gens assassinés ou tués l'ont été par des Israéliens, mais ça, le lobby sioniste et ceux qui l'appuient, eh ben, ils font en sorte de ne pas en parler. Voilà, tout est une question de propagande et de diffusion. Et donc, nous, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec les moyens limités qu'on a. Mais quand vous avez j'imagine, enfin, tous les médias, les BFM, TF1, etc., enfin, 80% ou 90% des médias qui, quand ils parlent du 7 octobre, le font toujours de la manière officielle pour respecter la doxa et tout, c'est vrai que c'est difficile de contrer cette vague de propagande immense. Voilà, et donc le 7 octobre, il est utilisé, surutilisé, il est exploité, surexploité, ben pour des raisons évidentes. C'est-à-dire, on dit même que c'est un pogrom, où Netanyahou a dit que c'est je ne sais pas combien de fois le 11 septembre, etc. Ben, voilà, ils essayent de rendre cette date comme si c'était un nouveau camp d'Auschwitz ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais nous, on essaye de diffuser l'information réelle, mais face à une avalanche de médiatique contre laquelle on a très peu de pouvoir. Alors, est-ce que ça te va comme réponse, Was? Oui, merci beaucoup. Très bien. Il y a Nana Sophie qui est montée. Donc, ouais, je vais lui donner la parole. Il n'y a pas de souci. Donc... Bonsoir, Nana. Bonsoir, Wafi. Bonsoir, M. Cohen. Alors, Altitude, je ne sais plus qui est derrière. Bonsoir. Wari, Altitude. Bonsoir. Oui, pardon. Alors, en fait, moi, déjà une remarque sur ce que vient de dire M. Cohen concernant le 7 octobre. C'était une journaliste qui avait relevé ça, j'avais trouvé ça très très intéressant. Elle expliquait que justement cette insistance sur le 7 octobre était faite en fait pour réécrire l'histoire, c'est-à-dire de préciser que les événements ont commencé le 7 octobre, d'où ce terme de pogrom qui renvoie à des moments assez sombres de l'histoire. Et donc c'était vraiment pour occulter tout ce qui s'est passé précédemment, les Nakba, etc. Et que cette insistance sur ce 7 octobre et cette propagande médiatique était justement pour réécrire l'histoire, mais à partir de cette date-là. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Après, j'ai deux questions, donc vous répondez comme vous voulez, dans l'ordre que vous le souhaitez. La première était à vous entendre faire un descriptif de la situation. Finalement, on s'aperçoit que aujourd'hui, la plupart des Israéliens donc ne veulent pas qu'il y ait un État palestinien. Donc ma question est de savoir quel est l'objectif à terme, parce que finalement là, ils sont dans une dynamique jusqu'au boutiste à se dire qu'ils iront au bout du bout. Donc c'est quoi le bout du bout? Exterminer le peuple palestinien, que le monde entier les regarde faire, de commencer à éradiquer de plus en plus, ils s'attaquent aux pays environnants. Donc, à un moment, la question qui se pose, c'est quel est leur objectif, même si ça reste d'ordre politique, etc. Mais il y a quand même, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Je vois pas la fin. Et cette fin-là, il faut qu'il y en ait une, parce que je pense que ça ne peut pas continuer comme ça, d'une part. Et la seconde chose, qu'est-ce que vous pensez justement de l'intervention de la Chine, qui a fait signer un accord entre les différentes organisations palestiniennes? Et est-ce que pour vous, on est sur la bonne voie de dire qu'aujourd'hui, l'acteur chinois, qui est quand même un acteur important, puisse venir rééquilibrer la balance et se dire que même si je pense pas que je ne sais pas si l'intérêt de la Chine était de se dire qu'il faut que le génocide s'arrête, parce que je pense pas que ce soit vraiment une priorité pour eux, sinon ils auraient agi il y a 9 mois. Et quel peut être l'objectif de la Chine, et qu'est-ce que vous pensez de l'impact justement de cet accord qui a été signé entre les différentes organisations palestiniennes avec les exigences qui étaient associées? Merci. Bon, je vais essayer de vous répondre aux deux questions. Ce que vous avez dit sur le 7 octobre, c'est évident que faire oublier aussi le passé, c'était évident, bien sûr. Bon, pour les Israéliens sont dans une impasse.
Mais ils admettent cette impasse, c'est-à-dire la non-solution, plutôt que de permettre un État palestinien. C'est-à-dire qu'il y a une majorité, une écrasante majorité, chez les Israéliens juifs, de ne pas permettre la création d'un État palestinien. Ça, c'est un fait. Que ce soit la gauche ou la droite, ils sont unis là-dessus. Il y a peut-être 5% des Israéliens juifs qui seraient prêts à laisser se créer un État palestinien. Donc, en fait, à mon avis, c'est d'abord de mettre le maximum de monde en Cisjordanie, d'encadrer, de quadriller le territoire, d'écœurer les Palestiniens qui s'y trouvent, de leur rendre la vie tellement dure, tellement difficile, avec les checkpoints, avec la confiscation de terres, etc., que les encourager à partir. Voilà. Et donc, par exemple, quand il y a des étudiants qui vont étudier à l'étranger, on les empêche de revenir. Il y a des expulsions de maisons, etc. Donc, on fait tout, c'est-à-dire c'est un nettoyage ethnique en mode, c'est pas du tout comme celui de 48 où on a expulsé en quelques mois 95% du peuple palestinien. Là, on ne veut pas le faire. En tout cas, jusqu'à présent, apparemment, Israël considère qu'il est dans une situation où il pourrait accélérer les choses. On l'a vu avec Gaza, où quasiment, enfin bon, il n'a pas réussi, mais il a quand même fait en sorte que toute vie va devenir très difficile à Gaza. Et en même temps, il poursuit une politique terrible de nettoyage à petite échelle, mais quand même qui va en s'accélérant en Cisjordanie. Donc en fait, le but, d'ailleurs, par exemple, aucun gouvernement israélien ne veut annexer la Cisjordanie. Bon, c'est-à-dire, il veut garder une espèce qui l'arrange d'ailleurs, parce que il entretient cette illusion qu'il y a une espèce de gouvernement palestinien en Cisjordanie, mais en fait, qui est là pour le servir, voilà, qui est là pour gérer la population palestinienne sans qu'Israël ne se mouille. C'est pas Israël qui gère la population palestinienne, mais elle a un gouvernement à sa botte qui le fait. Voilà. Et donc, les Israéliens pensent que petit à petit, ils vont pouvoir, en tout cas c'est leur obsession, c'est leur désir, qu'à un moment donné, la Cisjordanie va se vider ou bien se réduire à une portion congrue. Par exemple, les Israéliens ont renoncé à employer la population palestinienne. Vous savez, il y a 100 000 Palestiniens qui travaillent pour les Israéliens, ou 200 000 dans la construction, etc. Bon, ils ont fait venir des travailleurs étrangers sous prétexte pour des raisons de sécurité. Mais en fait, aujourd'hui, on pense qu'en les affamant, je parle de la Cisjordanie, ça veut dire en les réduisant au chômage, etc., on va les pousser à l'exil. Voilà. Ils n'ont pas envie de... ils ont encore cette... ils ne veulent pas donner... enfin, c'est pas comme à Gaza, ils ne veulent pas donner cette image d'un pays qui chasse les Palestiniens à grande échelle. Voilà. Ils pensent que ça ne serait pas acceptable, ce serait difficile, etc. Et donc, ils les poussent, ils leur rendent la vie de plus en plus impossible jusqu'à les faire partir. Voilà. Et je parle de la Chine maintenant. Vous savez, la Chine tente, disons, de marquer, et rappelons que la Chine a facilité la reprise du dialogue entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ce qui est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Mais là, elle s'attaque à un problème très difficile, parce que la Chine a de bons rapports avec Israël, c'est-à-dire de bons rapports commerciaux,
d'échanges technologiques, militaires, etc. Et la Chine sait, comme la Russie d'ailleurs, qu'elle ne peut pas forcer la main à Israël. Voilà, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être une autre fois. Mais elle essaye par la bande d'imposer sa marque, c'est-à-dire de faciliter, au moins de réussir l'unité du peuple palestinien, que les Israéliens, ça c'est une de leurs grandes réussites, c'est qu'ils ont divisé le peuple palestinien en deux. Et vous savez que les accords d'Oslo prévoyaient une voie de chemin de fer reliant la Cisjordanie à Gaza, sous leur autorité. Vous voyez, on est loin vraiment des promesses des accords d'Oslo. Mais cette division, elle est devenue quasiment définitive. On a deux régimes totalement différents, opposés, même ennemis. Mais la réunion qui a eu lieu en Chine, elle est, à mon avis, elle n'a aucun, comment dire, elle n'a aucun futur, elle n'a aucun avenir. Pourquoi? Parce que les deux entités, ça veut dire le Fatah et le Hamas, sont des ennemis mortels, d'une part. Et deuxièmement, l'autorité palestinienne, on ne lui permettra pas de faire la paix et de s'unir avec le Hamas. Qui ont, c'est comme tout à l'heure je l'ai dit, l'Union européenne, l'Amérique, l'Arabie saoudite, les pays du Golfe qui donnent des centaines de millions de dollars à l'autorité palestinienne. Bon, il est évident qu'on a dû lui dire à Mahmoud Abbas, oui, il faut faire semblant, il faut faire cette réunion, parce qu'on ne peut pas dire non dans une situation comme ça, mais dans quelques mois, on oubliera. Il ne peut pas y avoir d'unité, parce que ceux qui contrôlent l'autorité palestinienne ne veulent pas de cette unité. Voilà. Et l'autorité palestinienne n'est pas libre, elle est soumise à l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Union européenne, etc. Et ces pays-là ne veulent surtout pas qu'il y ait une union de tous les Palestiniens, qu'il y ait une partie de terroristes de Hamas et d'une partie de l'autorité palestinienne, malheureusement, elle survit grassement. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous savez, l'autorité palestinienne a plus d'ambassades qu'Israël à travers le monde. Bon. L'autorité palestinienne a à peu près, je crois, 120 ambassades dans le monde. Vous savez ce que coûte une ambassade? Bon, imaginez un ambassadeur, un chargé d'affaires, un spécialiste de la presse, des services de sécurité, les salaires de diplomates. C'est un fric fou. Mais qui c'est qui paye tout ça? Eh bien, l'autorité palestinienne, elle vit dans cette illusion. Nous avons 110 ou 120 ambassades, nous avons mais tout ça, c'est payé par, encore une fois, les monarchies du Golfe, l'Union européenne, et donc l'autorité palestinienne joue ce jeu au détriment de l'unité palestinienne et au détriment d'un futur État palestinien. J'espère avoir répondu à vos questions. Ouais, Nanas, c'est tout bon pour vous? Oui, c'est très bien pour moi, merci. Après, j'aurai plein d'autres questions, mais je vais laisser la parole. Très bien, merci. Je vais donner la parole alors, juste les amis qui sont sur YouTube, tout ça, pour ceux qui veulent intervenir, j'ai vu passer un message tout à l'heure. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de la vidéo et que j'ai mis tout à l'heure dans les commentaires, vous pouvez faire la demande. Jamel est avec nous. Oui. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Merci Monsieur Cohen et Altitude pour tout ce que vous faites. Donc, moi, j'ai retenu justement deux dates qui donnent un peu, pour moi en tout cas, moi je ne suis pas spécialiste, mais j'essaie de comprendre, qui donneraient l'orientation vers laquelle nous allons, en tout cas le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire, c'est le 30 juin où la Ligue arabe ne considère plus le Hezbollah comme une organisation terroriste. Donc, est-ce que ça, déjà, ce ne serait pas un signal qui veut dire que
il y a, il y a- il y a une, il y a- il y a- il y a une stratégie qui se met en place. Et la seconde date, c'est justement il y a 7 jours à la Knesset. Donc doit être le 17, ouais, le 17 juillet. Donc ils ont voté à la Knesset en disant que leur opposition à une solution à deux États. Seuls les élus communistes et arabes ont voté contre cette résolution. Oui. Donc, quand j'écoute Benjamin Netanyahou dire hier que nous allons aller jusqu'à à la victoire totale, pour moi, ça me donne quand même des indications qui veut dire que Netanyahou veut aller jusqu'au bout de cette guerre. Ça, quand bien même ils sont en échec total puisque ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs. Donc, moi, je me suis un peu renseigné, savoir qu'est-ce qui pourrait influencer justement, qu'est-ce qui pourrait être le pivot de cette affaire-là. Eh bien, peut-être que ce serait justement l'Arabie Saoudite, qui justement par des commandes d'armement, eh bien, pourrait justement influencer le lobby des armes qui est bien plus puissant, mais peut-être moins influent que le lobby israélien aux États-Unis, puisque il y a une influence à la fois financière et diplomatique. Alors, attends 2 secondes, Jamel, avant d'aller plus loin, parce que là, tu nous fais une argumentaire, mais M. Cohen va déjà essayer de répondre à cette hypothèse de l'Arabie Saoudite. Oui, vous savez, pour moi, la Ligue arabe, je suis désolé de le dire, mais comment ils sont 22 États, il y a peut-être au moins 20 sur 22 qui sont des pays soumis à l'Occident et à Israël, ouvertement ou indirectement, ou qui ne lèveront pas le petit doigt pour la Palestine, ni pour la dignité du monde arabe, ni pour leur indépendance, ni pour le combat de la nation arabe. Voilà. Aucun de ces, au moins 20 pays sur 22 ne mettra en cause des régimes, hein, ne mettra en cause ses privilèges, sa situation pour mener à bien un combat pour la nation arabe et pour la défense de la Palestine. Bon, voilà. Ceci étant, bon, donc les Arabes, il faut bien qu'ils donnent un peu, il faut bien qu'ils donnent le change un peu. D'accord. Ils vont pas dire. Donc, ils prennent une mesure comme ça. Bon, on va déclarer le Hezbollah n'est plus terroriste. Bon, pour moi, c'est ce que j'appelle de la poudre aux yeux. Voilà. C'est-à-dire, ça n'engage à rien. Voilà. Est-ce que des pays arabes, est-ce que l'Arabie Saoudite, ou est-ce que des pays arabes ont dit nous allons livrer des armements au Hezbollah? Est-ce que nous allons l'aider dans ses projets balistiques, de renseignement, on va lui envoyer du fric, etc. Non. Voilà. Donc, ils ont pris une mesure qui ne rime à rien. Ça veut dire qu'il n'a aucune portée concrète. Voilà. Et malheureusement, ils ont dû chercher, ils ont dû se dire, bon, qu'est-ce qu'on va leur dire pour donner un peu l'illusion qu'on se met de leur côté. Voilà. Mais en fait, la Ligue arabe, enfin depuis 40 ans, depuis 50 ans, je veux dire, c'est pas nouveau. C'est un ramassis de régimes qui n'ont pas envie de mettre en danger leur situation, leurs privilèges. Et voilà, ils préfèrent reprendre les slogans creux. Et d'ailleurs, en sous-main, presque, enfin c'est même presque officiellement, ils ont aidé les Israéliens, soit par le transport de marchandises ou de pétrole, lorsque la mer Rouge était bloquée, etc. Enfin bon, je veux dire, on ne peut pas dire qu'ils aient fait grand-chose pour stopper les offensives israéliennes. Bon, la seule chose
que je mets à leur compte, à leur crédit, notamment l'Égypte, c'est de ne pas avoir ouvert les frontières pour permettre un nettoyage ethnique de Gaza. Voilà. Et je pense que si le régime égyptien ne l'a pas fait, c'est parce qu'il savait peut-être que s'il l'avait fait, ça aurait été probablement, peut-être, la fin de son régime, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Alors, la deuxième question, c'était, oui, comme je l'ai dit, malheureusement, moi je le dis depuis 30 ans, depuis la signature des accords d'Oslo, et les gens ne veulent pas y croire, Israël ne fera jamais, ne donnera jamais un État aux Palestiniens. Même Yitzhak Rabin, qu'on présente comme l'homme de paix, etc., dans les accords d'Oslo, je ne vais pas faire une analyse maintenant, mais dans les accords d'Oslo, il y avait déjà la graine du refus de l'État palestinien. Et ceux qui n'ont pas voulu le voir sont soit des naïfs, soit autre chose. Voilà, enfin, en tout cas, vous choisirez l'adjectif qui vous convient. Bon. Et donc, aujourd'hui, bon, voilà la décision de la Knesset, c'est juste que ça rend, comment dire, ça officialise quelque chose qui était ce faux slogan. Rappelez-vous, nous sommes pour la solution à deux États. Même Netanyahou l'a dit, Shimon Peres l'a dit, tous les Israéliens l'ont dit, mais c'était bidon. Voilà. Et malheureusement, j'avais averti, il ne faut pas tomber dans le panneau, ce sont des paroles creuses, parce que pendant ce temps, on augmentait la colonisation, etc. Voilà. Et donc, il n'y a pas, je veux dire, le chemin, on le connaît. Voilà, ça, il n'y a pas de. C'est tellement évident. Voilà. Voilà. Les sionistes font même bas sur la Cisjordanie. Et aujourd'hui, il y a presque 1 million, on n'a pas loin du million de colons. Voilà, je ne sais pas ce qu'il leur faut de plus pour imaginer une solution autre que la mainmise. Voilà. Et cette mainmise se poursuivra, je ne sais pas, peut-être jusqu'à une annexion officielle, ou peut-être maintien d'une autorité palestinienne qui fait illusion. Voilà, parce que ça fait bien finalement. Après tout, vous savez, voilà, il y a un gouvernement palestinien, il y a un parlement, un gouvernement, un président, il a un avion privé dans lequel il peut voyager à l'étranger, rencontrer Macron, aller à l'ONU et tout. Ben, ça entretient l'illusion, voilà. Mais malheureusement, le destin de la Palestine, à mon avis, il est scellé tel qu'il va aujourd'hui, tel qu'on le voit aujourd'hui. Voilà. Très bien. Jamel, tu veux rebondir, réagir en étant concis, s'il te plaît? Il y a d'autres intervenants après. Ton micro. Pour sa réponse. Merci. Bon, tu n'as pas entendu, mais Merci pour sa réponse. Ok, très bien, je te remercie. Merci. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Alors, avant de revenir sur YouTube, j'ai quelqu'un sur Twitter. Nabil, salam alaikum. Bonsoir, monsieur Cohen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai deux questions. La première, comment voyez-vous la société israélienne évoluer? Tout d'abord, au niveau de sa démocratie, on voit qu'il y a un revirement, on va dire, sur le traitement des journalistes, surtout de gauche, liberté de parole, sur le champ d'action des ONG pour la paix notamment. On voit que la Cour suprême représente de plus en plus un obstacle pour la politique israélienne. Et le deuxième axe sur la société israélienne est plus sur le clivage religieux versus laïque. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, très rapide. Donc, j'aimerais revenir sur le discours de Netanyahou. On connaît tous, voilà, la puissance du lobby sur la Cour suprême israélienne. Ça a été démontré à la fois en 2015, lorsque Netanyahou a pu défier Obama en s'invitant
non, on va dire, en ne respectant pas le protocole, en faisant son discours et en disant en gros que la politique, notamment sur le nucléaire iranien d'Obama, était totalement fausse, totalement erronée. Ça a été dit aussi ouvertement en 2018 par Trump, qui disait que, d'ailleurs on peut voir la vidéo, mais qui dit que la Cour suprême est possédée par le lobby pro-israélien. Donc voilà, on a vu un record en termes de standing ovation. Je pense qu'on est à une standing ovation par minute. Il y a eu certaines choses qui sont passées, notamment en disant ouvertement qu'à Rafah, il n'y a eu quasi aucun mort civil. Ça a même été applaudi. Donc ça passe. Donc encore une fois, on connaît la puissance du lobby, mais là j'ai l'impression, enfin c'est une impression, que les États-Unis étaient capables par le passé de mettre des lignes rouges et qu'aujourd'hui, on l'a vu notamment à travers le couloir de Philadelphie en disant que c'était une ligne rouge. Finalement, Israël l'a fait. En disant que Rafah était une ligne rouge, finalement, Israël l'a fait. Donc on a vraiment l'impression qu'Israël est en état finalement de toute puissance par rapport à sa politique. Donc je veux avoir votre avis, un, sur la société israélienne et deux, sur le discours de Netanyahou. Alors, sur la société israélienne, je vais être assez bref parce que j'en ai parlé, puis il n'est pas nécessaire vraiment de développer. C'est une société qui, il y a 60 ans, était quasiment à 98% laïque, assez progressiste. En tout cas, il y avait une très grande part de progressisme. Et petit à petit, cette société va devenir religieuse, nationaliste, fascisante, donc de plus en plus raciste, de plus en plus refusant toute idée de toute contestation démocratique. Et donc, et la tendance ne fera que s'accroître dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que d'abord, les religieux, les nationalistes font énormément d'enfants, c'est-à-dire à peu près 8 à 10 en moyenne par famille, par rapport aux autres laïcs qui font 1 ou 2, et encore, quand ils ne sont pas homosexuels, quelque chose comme ça, voilà. Donc, le rapport, il est l'évolution, elle est irréversible. Voilà. On ne peut pas tous ces combats pour la Cour suprême, etc., pour la liberté, la démocratie, sont des combats d'arrière-garde. C'est-à-dire, c'est inexorable que c'est une société qui va devenir de plus en plus, qui va glisser vers l'extrémisme, le fascisme, etc. Voilà. Alors, sur les États-Unis, on voit à quel point, c'est-à-dire le lobby a mis le paquet après le 7 octobre. Regardez par exemple les traditions démocratiques aux États-Unis, la liberté de manifestation, la liberté de parole. Regardez comment ces libertés ont été mises à mal quand il s'agissait de défendre la Palestine ou de critiquer Israël. Je veux dire, on n'a jamais vu ça aux États-Unis. Les États-Unis ont toujours été, en tout cas dans le milieu universitaire, les étudiants, etc., la liberté de réunion, la liberté d'association, ont toujours défendu une liberté totale. Et d'ailleurs, chez eux, il n'y a pas de crime de haine ou de crime contre le négationnisme. Ça n'existe pas, tout ça. Et pour une fois, on a fait des chantages aux universités. C'est-à-dire que le lobby a mis le paquet, a mis des centaines de millions sur la table pour dire aux universités, voilà, si vous ne réprimez pas, on vous coupe les vivres, etc. Et donc, des milliardaires ont joué
vis-à-vis des congressmen, des congressistes. Et donc, on a fait un travail de lobbying fantastique. Et le résultat est là. Jamais les États-Unis, enfin en tout cas le gouvernement américain, les institutions politiques américaines n'ont été aussi obéissantes et aussi dans la main d'Israël que ces derniers mois. On n'a jamais vu ça. Par exemple, l'AIPAC, le lobby sioniste, a mis 20 millions de dollars, 20 millions dans une primaire démocrate. C'est-à-dire, ce n'est même pas une élection, c'est juste une primaire, 20 millions. C'est une somme extraordinaire pour faire battre un candidat critique à Israël. Et ils l'ont fait battre. C'est-à-dire qu'ils ont fait passer un vent de panique chez les sénateurs et les représentants, leur disant que si vous n'obéissez pas, on mettra tout ce qu'il faut pour que vous ne soyez pas élu. Et donc, il y a effectivement un revirement assez. Enfin, déjà qu'ils étaient pro-israéliens, mais enfin, Obama, par exemple, il était quand même, il a réussi à faire un accord avec l'Iran, etc. Mais aujourd'hui, c'est fini. Vraiment, Israël, enfin, le lobby sioniste domine à plate couture la politique américaine. Très bien. Nabil, est-ce que tu veux réagir ou ça te va comme réponse? Ça me va. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Alam qui est avec nous sur YouTube. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. Oui, ma question est. Alors, on t'entend pas bien. On t'entend pas bien. Essaye de régler ton micro, s'il te plaît. Alors, mon micro. Normalement, je me dirais, tu m'entends? Là, vas-y, on t'entend. Tu m'entends? Essaye d'aller comme ça. Ouais, on t'entend, c'est bon. Ok. Donc, je disais, ma question dans Non, malheureusement, ça va pas, Alam. Essaye de redescendre, remonter, régler ton micro parce que c'est pas terrible, on t'entend pas du tout là. Je te retire et essaye de revenir, tu te déconnectes et tu reviens, je te redonnerai la parole après. Monsieur Cohen, je vais regarder, il y avait des commentaires, il y avait des questions avant de éventuellement rebondir sur Twitter s'il y a des gens qui veulent monter ou Was, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à lever la main. Je regarde juste vite fait, il y avait un commentaire, il y avait une question, Monsieur Cohen, je reviens vers vous, attendez, je le reprends, voilà. Non, c'était pas celle-là. Bon, en attendant, Was, tu peux y aller, je retrouve le commentaire. Vas-y, Was. Oui, Monsieur Cohen, moi j'ai une question par rapport à la déclaration qui a été faite, soit dit en passant, par le Hamas, alors que pour toute personne qui est arabophone, elle peut rapidement détecter que c'est tout sauf de l'arabe, la déclaration par rapport aux Jeux Olympiques, etc. Donc moi je voulais vous poser une question, et c'est une question qui revient souvent par rapport aux gens qui sont sur ce space. Est-ce qu'il y a un risque actuellement qu'il y ait des attentats, faut dire les mots, sur faux drapeau par rapport aux Jeux Olympiques ou pas? Et c'est quoi l'intérêt par rapport à ça de faire passer un message pareil au fait par rapport au contexte actuel? D'abord, le Hamas n'a jamais fait un attentat en dehors de la Palestine. Voilà. Je mets au défi n'importe qui de dire quand le Hamas n'a jamais revendiqué et n'a jamais fait, et ce n'est pas du tout ses objectifs. Le Hamas est un mouvement palestinien, il combat en Palestine. Bon. Et le message, j'ai entendu un extrait de ce message, franchement, il a l'air de sortir de l'intelligence artificielle ou de quelqu'un qui copie, qui essaye de parler en arabe. Enfin, ça n'a pas l'air vraiment de quelqu'un qui parle l'arabe du Moyen-Orient. Voilà. C'est vraiment l'arabe classique sorti de l'école.
Voilà, ça se voit tellement, c'est artificiel, mais ça peut jouer, c'est-à-dire, vous savez, si ce message il est diffusé, il est repris par LCI, BFM, TF1, etc., et on leur dit, voilà, ben, ça fait souffler un vent de panique chez le bon citoyen français. On dit, oh là là, sur Hamas encore, il nous emmerde, voilà. Il ne manquerait plus qu'il pose une bombe chez nous. Donc, bon, la question de l'attentat sur faux drapeau, ça, moi, je suis incapable de me prononcer. Mais en tout cas, ça ne sera certainement pas une affaire du Hamas. Voilà. Le Hamas n'a jamais fait un attentat en dehors de la Palestine. Voilà. Alors, j'ai retrouvé, il y avait plusieurs questions. J'en ai retrouvé une là, monsieur Cohen. Pourquoi les sionistes Oui. font confiance à l'Occident alors que cette civilisation a toujours persécuté les Juifs? C'est un mystère. Avez-vous une réponse? Non, c'est une question. Vous savez, comment ça se fait, par exemple, que le gouvernement israélien, depuis 10 ans, il est le grand ami de l'extrême droite européenne, alors que l'extrême droite européenne, elle a un fond antisémite, anti-juif. Eh bien, tout simplement, parce que le mouvement sioniste, il va là où il y a son intérêt. Il est prêt à s'allier avec le diable. Or, l'Occident, il a un conflit historique avec le monde arabe, et donc Israël se présente. Vous savez, rappelez-vous, 1956, Gamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez. L'Angleterre veut lui donner une leçon, et la France. Qui cherche-t-il comme allié? Israël. Bon, mais Israël, il est là, il offre sa participation, qui est très efficace d'ailleurs, puisqu'il occupe le Sinaï. Et donc, c'est une alliance d'intérêt. Voilà. C'est pas une alliance de, comment dire, idéologie. Enfin, non, c'est une alliance idéologique d'intérêt. Voilà. Et donc, alors que, objectivement parlant, les Juifs, en général, auraient dû chercher le soutien des musulmans, puisqu'ils ont, je ne cesse de le répéter, historiquement parlant, ils ont 1000 fois mieux vécu en pays d'islam qu'en pays chrétien. Voilà. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Pour les sionistes, l'ennemi mortel, c'est l'arabe, et donc il faut diaboliser l'arabe, et il faut s'allier avec l'Occident qui a, comment dire, un différend historique avec le monde arabe. Et aussi, Israël se présente comme le protecteur des intérêts occidentaux au Moyen-Orient. Voilà. Très bien, merci M. Cohen. Il y avait d'autres questions, mais je vais donner la parole à Haroun sur Twitter, X. Oui, bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, très bien, oui. Oui, bonsoir M. Cohen, en espérant que vous allez bien. Du coup, je vais juste rajouter par rapport à la question de la personne, j'avais presque la même question, on pourrait la compléter. Concernant cette histoire justement d'attentat, vous aviez, je ne sais pas si vous avez vu passer cet événement sur Twitter, le général Delaware, qui est un ancien commandant de bataillon de l'ONU, il a travaillé dans le service des renseignements, etc. Et il disait dans une interview le 1er avril 2024 qu'il voyait bien un attentat effectué par les services secrets sionistes sous faux drapeau en France à Paris, et que cet attentat serait imputé aux Palestiniens pour redorer leur image. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview, ou en tout cas le morceau d'interview qui est... Moi, je l'ai vu, général Delaware, M. Cohen. Vous voyez qui c'est? Oui, j'ai dû l'avoir, oui, mais oui. Mais vas-y, continue. Termine. Et donc voilà, il disait dans cette vidéo, il disait que s'il était dans les services secrets sionistes, pour redorer leur image, vu qu'il avait perdu la guerre de l'image,
il verrait bien un attentat sous faux drapeau imputé au Hamas à Paris pendant les Jeux Olympiques. Et donc, je vais voir ce que vous en pensez. Ensuite, concernant, par rapport au dernier point qui a été abordé, je ne sais pas si vous connaissez l'accord de transfert Avara, qui a été conclu en 1933 entre les sionistes de l'époque et le régime national-socialiste. Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'ils sont prêts à s'allier avec n'importe qui pour faire avancer leur projet. Est-ce que cet événement-là, qui est précurseur, rentre dans ce cadre-là? Merci. Non seulement, je vais commencer par cette dernière question, non seulement ils s'allient avec ceux qui peuvent contribuer à l'époque à faciliter la réalisation de leur idéal sioniste, c'est-à-dire la création d'un État juif. Non seulement ils étaient prêts à s'allier avec n'importe qui, mais ils partageaient la même idéologie, c'est-à-dire la même pureté de la race, la même, comment dire, le même cynisme, le même machiavélisme et la même idée que la fin justifie les moyens. Voilà. Donc, ils étaient faits pour s'entendre. Et alors, pour revenir à l'attentat, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On verra. Enfin, il se peut qu'il y ait lieu. Enfin, je ne sais pas. Je ne peux pas faire de projection. Mais certainement, s'il y a un attentat, c'est que voilà, c'est qu'il y a une manipulation quelque part. Voilà. Très bien. Alors, je ne sais pas si elle te convient la réponse. J'essaye d'être un peu rapide, hein, Wally. D'accord, ok. Non, mais merci beaucoup. Hein, je comprends tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Cohen. Bonsoir. Très bien. Je vais donner la parole à Franck. Bonsoir. Oui, salam attitude. Bonsoir, monsieur Cohen. C'était juste pour dire que j'avais vu un article de CNN il y a à peu près un mois et demi qui disait que les bases militaires américaines en Europe étaient en alerte maximale parce qu'ils d'après leurs informations, il y avait un gros risque d'attentat, et notamment lors des JO. C'est ce qu'ils disaient, hein, c'est un article que j'ai vu. Mais, et puis moi, je voulais juste répondre à la dame tout à l'heure, c'est que le Hamas n'a aucun intérêt à faire un attentat. Bon, déjà, c'était pas dans sa charte. Hein. J'ai vu ça sur Gaza News qui disait que ce n'était pas dans la charte du Hamas d'attaquer, de répondre en tout cas par les armes en dehors de la Palestine occupée, quoi. Hein. Mais, et en fait, le Hamas n'a aucun intérêt à faire un attentat, notamment lors des JO, parce que l'opinion publique est en sa faveur sur le plan international, le monde entier, et pour la cause palestinienne, hormis quelques pays, mais la grande majorité, moi j'ai jamais vu comment dire ça, des événements qui ont été soutenus à la fois par des Indiens d'Amérique et par des cow-boys, parce qu'on a vu des images quand même qui ont marqué, ou dans certaines îles au fin fond du monde, on n'a jamais vu des manifestations immenses, que ce soit à Londres, à New York, bon, peut-être contre la guerre en Irak à un moment, mais comme ça, un vent de soutien aussi presque unanime, on n'a jamais vu ça, quoi. Donc le Hamas n'a aucun intérêt. Donc, mais après, ça a été débunké, il paraît, la fameuse vidéo-là a été débunkée. Voilà. Ok, merci Franck. Essaye d'améliorer ton micro parce qu'on ne t'entend pas très très bien aussi. Monsieur Cohen, il y avait une autre question donc, sur le chat avant de revenir sur les intervenants. Voilà. Monsieur Cohen. Oui. Alors, Monsieur Cohen, d'ailleurs. Non, ce n'est pas celle-ci. Bon. En attendant, est-ce que je peux poser une question complémentaire? Vas-y, je t'en prie. Hein, vas-y. Oui, rebonsoir, Monsieur Cohen. En parlant justement des attentats sous faux drapeau, la police française et la justice française en ont profité pour, je ne sais pas si vous avez déjà réagi à cette question, pour faire des perquisitions administratives, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, où ils ont déboulé à 5h, 6h du matin chez des familles musulmanes, où ils leur ont cassé leurs portes, etc., les ont violentés,
pour soi-disant prévenir des attentats islamistes en France pendant les Jeux Olympiques. Et beaucoup de musulmans sont victimes non seulement de ça, mais également d'assignation à résidence, c'est-à-dire qu'ils leur enjoint à rester dans leur ville pendant 3 mois, et ils ne peuvent pas sortir de leur ville, etc. Et il y en a eu pas mal, il y en a eu des centaines, voire des milliers. Je veux savoir ce que vous en avez pensé ou si vous avez déjà réagi là-dessus. Merci. Ben, malheureusement, ça fait partie de la campagne islamophobe que mène le gouvernement français depuis pas mal d'années, depuis, je dirais même des décennies, et qui va en s'aggravant. Voilà, malheureusement. Très bien. Alors, il y avait une question que j'ai retrouvée. Monsieur Cohen, comment expliquez-vous que les gouvernements occidentaux et américains soutiennent inconditionnellement Israël et financent ce génocide? Et moi, je vais compléter la question en disant, on a vu hier Netanyahou reçu et ovationné au Sénat américain. Comment on peut l'expliquer alors qu'il y a depuis 9 mois un génocide qui se passe sous nos yeux? Voilà. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'exploitation qui en a été faite. Voilà, donc la culpabilité des pays occidentaux, ça c'est une raison. C'est une raison psychologique assez importante parce que quand même dans la société, mettons la société française, il y a quand même cette idée que les Juifs, on les a vraiment, on les a maltraités, on a été injuste, et que c'est un peuple, ce sont des gens gentils qui n'ont jamais fait de mal, etc. Ce sont plutôt des intellectuels. Et donc, il y a toujours cette image. Regardez par exemple Jean-Paul Sartre, comment il considérait les Juifs, etc. Donc, c'est une image qui a marqué quand même l'Occident. Il y a une deuxième raison, c'est que la présence des Sayanim. Et ça, je n'insisterai jamais assez sur l'importance de cette présence, de cette influence. Imaginez en France 4 000 à 5 000 agents d'influence. Imaginez, je répète, 4 000 à 5 000 agents d'influence qui relèvent directement du Mossad et qui occupent les postes les plus stratégiques en France. D'accord? Donc, au cinéma, au théâtre, à la politique, l'édition, le journalisme, la publicité, l'université, l'hôpital, enfin, partout, et qui répondent comme un seul homme au Mossad pour maintenir cette influence et cette, cette vision d'Israël, voilà, et la diabolisation de l'arabe. Et puis il y a une autre raison, c'est qu'une raison géopolitique, l'Occident, il a maille à partir avec le monde arabe, et l'Occident trouve en Israël un garde-chiot, un chien de garde qui maintient l'ordre dans cette région. Combien de coups d'État, par exemple, ont été fomentés, des coups d'État nationalistes, par exemple en Iran, 1953, Nasser, qui a mis fin au programme nationaliste de Nasser, etc. Donc, pour toutes ces raisons, il y a une alliance objective entre Israël et les pays occidentaux. Et c'est pour ça que quand on a une alliance objective comme ça, vous savez, les génocides, du point de vue des États, voilà. Encore une fois, les États n'ont pas la même conception des droits de l'homme ou des génocides que les individus. Pour un État, assassiner 10 000 personnes, 100 000 personnes, bon, ça passe, disons, c'est pas le même effet. Ça passe dans les pertes et profits. Un État, vous savez, c'est pour ça qu'on dit la raison d'État. C'est quoi la raison d'État?
La raison d'État, c'est-à-dire que pour la sauvegarde de l'État, pour l'intérêt supérieur de l'État, on est prêt à tout. Voilà. On est prêt à sacrifier, on est prêt, par exemple, à briser des grèves en fusillant des dizaines ou des centaines d'individus. On est prêt à faire des guerres en faisant tuer des centaines de milliers de personnes, etc. Donc, en fait, la raison d'État fait que, et la raison d'État dans ces situations-là, c'est que l'intérêt de l'Occident est d'avoir un chien de garde qui contrôle une région très sensible. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que toutes les révolutions arabes ont échoué grâce, entre autres, à Israël, et l'Occident reconnaissant, eh bien, il appuie Israël et lui donne tout le soutien qu'il faut, malgré les génocides, enfin, qui sont pour un État des choses comme pas négligeables, mais disons des à côté, voilà. Alors, ouais, je sais, Monsieur Cohen, je vois que vous soupirez un petit peu. On arrive bientôt au terme de l'émission. On va bientôt clôturer. Alors, je salue tout le monde, hein, tous ceux qui ont participé. Si tu veux rebondir, dernière question peut-être pour toi avant de clôturer. Non, moi je voulais juste remercier M. Cohen. Merci énormément pour tout le travail que vous faites avec Altitude, avec Wari. Et franchement, moi, ça m'a appris, grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que je suis pas la seule dans ce space. Donc, je vous remercie énormément pour tout le travail que vous êtes en train de faire, le fait de nous éclairer, etc. Et nous, de notre côté, malheureusement, on n'a pas trop le choix par rapport à nos gouvernements. Donc, on essaie de dénoncer tous les jours et voilà, on se fait violence en regardant les images qui nous perturbent. Et surtout quand on entend des discours comme celui de Bibi hier, ça nous met hors de nous. Moi, honnêtement, je me suis couchée hier avec littéralement l'envie de vomir. Écouter Bibi en plein congrès dire des dingueries pareilles, c'est vraiment tuer l'humanité. Parce que là, je le répète tout le temps, ce qui se passe actuellement à Gaza, c'est qu'ils sont en train de tuer l'humanité. Je suis musulmane, certes, je suis algérienne, c'est pas ça. C'est pas le fait d'être musulmane, c'est pas le fait d'avoir un passé colonial, etc. C'est vraiment une question d'humanité parce que ces enfants-là, ils n'ont pas choisi d'être palestiniens et cette injustice, je sais pas, moi je me dis de toute façon, si l'humain n'y arrive pas, bah, la justice divine, hein, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc on fait des prières autant que personne croyante et je vous remercie énormément pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Wari, merci beaucoup pour ce space, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, pas de souci. Merci. Alors, il y a un dernier intervenant, peut-être Haroun. Allez. Oui, bonsoir M. Cohen. En fait, c'était juste pour compléter ce que vous venez de dire concernant la priorité des États. Est-ce qu'on n'oublie pas également le fait que l'État sioniste et son réseau de services secrets a des éléments sur les États et leurs différents politiques qui leur permettent de les faire chanter. Est-ce que ça ne peut pas dans la balance aussi? Oui, c'est un élément que j'ai oublié, mais ne serait-ce que l'affaire Epstein, ils ont certainement, le Mossad doit posséder des tas de dossiers sur des tas de gens, et l'Occident sait que si ces dossiers sont publiés, ça serait une catastrophe en Occident, et donc ils sont obligés de suivre. Et voilà, c'est vrai que c'est un élément que j'ai oublié de mentionner, effectivement. Alors, M. Cohen, on termine. Allez, une dernière question qu'il y avait sur le chat. Est-ce que, avec le temps, vous ne croyez pas que le 7 octobre est une manipulation dans laquelle le Hamas est tombé pour légitimer un génocide? Ah oui, mais de toute façon, c'est même pas avec. Il est certes aujourd'hui, on le sait. Enfin, on le sait. Je veux dire, ça vient pas de moi. J'ai écouté des intervenants très très pointus. Ne serait-ce qu'on reprend le journal Haaretz quand même, qui est un journal israélien, d'extrême gauche certes, mais très sérieux. C'est pas l'extrême gauche, mais malheureusement, il est très minoritaire ce journal en Israël, et donc il est évident qu'il suffit de voir les destructions qu'il y a. Donc le 7 octobre, le Hamas
c'est pas qu'il est tombé dans le panneau. Il a fait une tentative, un coup qui était censé être audacieux et extraordinaire pour prendre quelques centaines d'otages et faire libérer des prisonniers. Voilà. Malheureusement, les Israéliens ont transformé cette victoire militaire potentielle en carnage dont ils sont en grande partie responsables, qui leur a permis de faire le nettoyage ethnique de Gaza. Voilà. Malheureusement, le Hamas a contribué indirectement et involontairement à ce qui se passe à Gaza. Voilà. Très Mais bien. ils ne pouvaient pas le deviner. Très bien, merci M. Cohen. Écoutez, excellente émission en votre compagnie. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà les amis, donc je vais clôturer l'émission sur toutes les plateformes. Je salue tout le monde, hein. On était nombreux ce soir, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter. Et en plus, on a ouvert aussi sur TikTok. Donc, il y avait énormément de monde ce soir. Je salue tout le monde. Merci pour la participation. On n'a pas pu répondre, bien sûr, à toutes les questions. 1h30 quasiment d'émission. Ce n'est pas suffisant, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, juste une dernière chose. J'ai toujours le lien pour aider notre sœur Nabila Kilani. On participe, qui est en description de cette vidéo. Donc, c'est notre sœur que vous connaissez tous un petit peu, surtout sur Twitter, qui était dans la bande de Gaza, dans le nord, à Beth Leila exactement, et qui était en lien avec ANPP 60. Malheureusement, elle a dû bien sûr s'extirper de la zone pour sa survie. Et bon, j'ai un petit contact quand même avec elle. Donc voilà, j'avais décidé en début d'année de créer un lien pour lui donner un coup de main financièrement, pour l'aider avec au travail qu'elle faisait au quotidien là-bas dans la bande de Gaza. Et ben, de toute manière, ce lien est toujours actif jusqu'à la fin de l'année, et une fois qu'on aura bouclé, je m'organiserai pour lui transmettre les fonds. Donc c'est pas énorme en ce moment. Il y a quelques personnes qui ont participé. D'ailleurs, je salue la personne qui a participé cette semaine. Donc n'hésitez pas, c'est un lien, on participe. J'avais tenté par le passé de mettre un lien PayPal, et comme vous avez pu le comprendre vite, il a été supprimé ce lien parce que lors de l'intervention du 7 et les semaines qui ont suivi ça, il y a eu énormément de liens PayPal et de cagnottes qui ont été supprimés par le gouvernement. Donc tout ce qui était en lien avec la Palestine, malheureusement, ne passait plus. Donc moi, je me suis débrouillé, j'ai créé un autre lien en passant par un autre organisme de cagnotte qui aujourd'hui fonctionne. Donc, merci. Et voilà, n'hésitez pas, les amis, à participer. On participe. Vous avez le lien en description de la vidéo. Et si vous le voulez, n'hésitez pas, que ce soit sur Twitter ou TikTok, voilà, n'hésitez pas à me le demander par DM, je vous l'enverrai. Voilà, j'envoie le générique de fin et je vous donne rendez-vous, bien sûr. Alors, normalement, prochaine émission mardi soir à 21h30 avec Gamal Abina. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, mardi prochain à 21h30. Salam alaikum à tous. Le petit générique, il est là. Eh ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien, l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée, ma chérie. Je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici, et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre froide, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste.
quenelle dans le fion du système. T'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilet jaune, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne. T'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doubles Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Mais moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, tu dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du Christ. Tu traînes un sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, Ouvertement antisémite. Violemment antisémite. 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 si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon mais de façon scientifique. Si toi aussi la nausée te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde, tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décide. Car si tu dis la vérité, il crie déjà au génocide. Sans doute te défendre si un juif t'attaquait et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets, bah t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long. T'es con.